Chers amis téléspectateurs, soyez toutes et tous les bienvenus dans votre magazine Les Belles Lettres qui vous amène aujourd'hui à la découverte d'un nouvel auteur. Il s'appelle M. Abakar Mahamat Mabrouk. Il est auteur de l'ouvrage intitulé Entre vers classiques, blanc et libre, vibre une fibre, paru en mars 2021. En fait, c'est un recueil de 52 pages où l'auteur se prête au jeu de la poésie. Les 25 poèmes qui constituent donc le recueil sont l'expression du regard de l'auteur sur des réalités quotidiennes de la campagne à la ville. Ces interrogations, bien entendu, sur les mutations de notre monde. Monsieur Abakar Mahamat Mabrouk est né en 1950 à Dagana, Massakori, dans le Shariba Girmi. Il a fait ses études primaires aux écoles officielles de Ghana. Il poursuit ses études secondaires au CG numéro 1 de N'Djamena, puis les études professionnelles et supérieures à l'ENI de l'Université de N'Djamena et l'École normale supérieure de N'Djamena. Il obtient un DEA en sciences de l'éducation à la chaire de l'UNESCO. Il fait successivement du journalisme à la radio Tchad, de la politique comme directeur de cabinet au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et comme chef du poste administratif de Massaguet. Il publie plusieurs œuvres, notamment L'humour populaire tchadien en 160 histoires drôles. L'arbre à palabres, c'est une pièce de théâtre, et les 600 formules du subjonctif. Chef de division de l'enseignement secondaire au Centre national des curricula depuis 2004, il a contribué à l'élaboration de plusieurs manuels scolaires. L'ouvrage actuel, donc, est sa 4e production. Nous en parlons après une petite pause. Bonjour, monsieur Abakar Mahamat Mabrouk. Bonjour, monsieur Jésus. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Je veux dire la même chose de mon côté. Voilà. Alors, pouvez-vous déjà nous expliquer le titre et puis la photo de couverture de votre ouvrage? Entre vers classique, blanc et libre, vibre une fibre. Ça rime bien. Merci. La poésie française a évolué des verbes classiques aux verbes blancs et aux verbes libres. La caractéristique des vers classiques était que les vers classiques sont en quelque sorte des phrases ou des membres de phrases ayant un certain nombre de syllabes, ce qu'on appelle la métrique, respectant la rime, c'est-à-dire une sonorité qui se retrouve dans 2-3 vers et plus, et où quand même les sons ont une valeur suggestive. Pour ce qui est des vers blancs, les poètes, auteurs de vers blancs, ont voulu se débarrasser de la rime. Ils ont considéré la rime comme une contrainte. Et donc, ils respectent le nombre de syllabes, autrement dit, les règles de la versification, mais sans tenir en compte, sans prendre en compte la rime. Et puis, il y a les vers libres. Les vers libres sont vraiment des vers libres dans la mesure où même la ponctuation est dédaignée. La longueur des vers dépasse quelquefois la ligne. Les vers libres se basent seulement sur le rythme. Et puis sur quelques coïncidences de rimes. Ce n'est pas systématique comme dans le vers classique. Okay. Donc par hasard, par occasion, il y a des rimes qui se retrouvent. Mais pas souvent. L'essentiel étant le rythme. Et maintenant, la photo de couverture, c'est une de vos photos? Oui. Cette photo a été prise en 1972 à l'école normale de Sarre. Nous avons constitué une petite unité. Nous avons appelé ça le groupement par affinité. Nous avons les mêmes distractions, les mêmes auteurs que nous lisons, les mêmes fréquentations. Et nous avons également la possibilité d'étudier ensemble. Donc c'est
cette personne-là était très liée par rapport aux autres quand même. Et donc, cette photo a été prise en 1972. Et je l'ai conservée et c'est elle qui a été en quelque sorte l'inspiratrice de ce petit recueil-là. Ok, bien. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le vers classique, et partant donc la poésie classique est caractérisée par la forme fixe et les rimes. Ouais. Et par contre, la poésie moderne a comme indicateur le vers libre qui apparemment s'est affranchi des contraintes de l'orthographe, des formes et des rimes. Mais vous, en plein milieu du XXIe siècle, vous revisitez les traces du classicisme. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Parce que vous avez dans notre milieu tchadien, culturel, vous avez des poètes qui font de la poésie orale. Les chanteurs, les griots. Quand vous prenez quelqu'un comme Moussa Chifer, vous prenez quelqu'un comme Mokhtar El Sebile, ils font de la littérature orale. C'est des griots. Mais vous allez constater que partout la rime est existante. Elle est même manifeste. La différence magistrale entre la prose et la poésie, c'est les rimes. Et dans le milieu des journalistes, vos collègues qui font de la publicité, ils utilisent les rimes, oui. Pour vanter un produit, pour faire en sorte que ça se vende. On insiste sur la rime. Okay. Donc la rime attire l'attention, intéresse, amuse. Tout à fait. Bien, le tout premier poème, vous l'avez intitulé Le berger à vie. Dans tout le poème, vous êtes resté très admiratif du mode de vie d'un jeune berger. Et dans les deux derniers vers, vous dites, je vous cite, voilà pourquoi le berger n'est heureux que là où les bœufs sont heureux. Pourquoi accordez-vous la première place de votre recueil à un berger? Parce que je suis d'abord un fils de berger, un fils d'éleveur. Et l'éleveur, c'est quelqu'un qui fait face à beaucoup de choses. La transhumance, vous connaissez ce que c'est. Vous n'avez pas de logis fixe, vous n'avez pas de confort. Vous êtes tout le temps exposé aux intempéries. Il peut pleuvoir, il peut venter, il peut faire chaud, il peut faire froid. Vous rencontrez des épines, des serpents et d'autres désagréments. Mais vous persistez, il ne faut pas qu'une seule bête soit perdue. Une vigilance 24/24. C'est pas facile d'être berger. Je ne parle pas de l'enfant bouvier. Je parle du berger. Le propriétaire même. Propriétaire même. Et donc cette personne-là, au gré des saisons, au gré des pâturages, cette personne-là est obligée de se déplacer pendant toute sa vie comme ça. Et avant lui, il a vu ses parents, ses grands-parents, ses aïeux faire face à cette difficulté-là, à ces difficultés même. C'est pas une seule difficulté, mais il y en a plusieurs, à ces défis-là. Mais c'est à ce prix-là qu'il vit. C'est avec ce déplacement-là, le confort de ces bœufs, qui est son propre confort. Avoir une centaine de bœufs, c'est du prestige. Mais c'est également la survie. Ok, très bien. Alors, le second poème est intitulé La potière. Oui. Où vous décrivez l'habileté, la dextérité de celle qu'on peut appeler l'artisan de la boue. Oui. Et décidément, donc, vous êtes tombé amoureux du monde rural et votre recueil risque d'intégrer le sous-genre poétique appelé la poésie pastorale. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas des refus. La plupart des citadins viennent des provinces, des villages les plus reculés. Et la potière, elle a une matière première qui est l'argile, une matière très banale. Et vous voyez avec quelle dextérité, avec quelle habileté, elle utilise cette argile-là pour en faire des vases d'utilité notoire. Il y avait le bouillard en argile, il y a les gargoulettes en argile, il y a tous ces produits-là en argile. Et avant qu'il n'y ait la porcelaine et le verre, ou même le plastique, il y a cet artiste-là qui
donner des ustensiles de cuisine aux ménagères. Faut lui reconnaître quand même ça. Là. La mort du lac Wei, c'est aussi un des titres où vous personnifiez le lac. Oui. Et vous semblez fustiger le développement industriel qui serait, selon vous, le bureau de ce lac personnifié. Où se trouve ce lac et comment est-il mort? Alors ce lac se situe dans la région de Mundu. Je m'y suis rendu il y a une vingtaine d'années et plus. C'était un lac en bordure duquel il y avait une forêt galerie, très verdoyante, où il faisait bon s'y promener. Et puis j'y suis retourné quelques années plus tard. Les savonneries, l'huilerie, la coton Tchad déversaient leurs résidus dans ce lac-là. Et le lac a changé de forme, a changé de couleur, d'odeur aussi. C'est comme ça que dans le poème, je parle de pu. Et quand c'était verdoyant, la faune était riche, variée, et la végétation également était verdoyante, variée, et ça suscitait l'admiration. On pourrait aller là-bas rien que pour voir la nature. Mais depuis que l'industrie rejette ces sous-produits, ces résidus dans ce lac-là, le lac n'est plus le lac. C'est un amas de pu. Bien. De même, dans un autre titre, le lac Tchad, vous regrettez une période lointaine où le lac était une bénédiction pour ses riverains. Ici, vous accusez l'homme d'être le principal bourreau du lac Tchad. Oui. Le problème du lac Tchad n'est-il pas plus climatique que humain? Disons les deux. Hein. Les deux. Le lac Tchad était le 11e lac mondial. Ce qui pour moi constitue une fierté d'avoir ce lac-là au Tchad. Et le Tchad porte son nom. Et il avait plusieurs caractéristiques, parmi lesquelles l'élevage des bœufs couris, unique dans le monde. Et puis ces rives débordaient. Effectivement, la sécheresse a joué un rôle, dans la mesure où le fleuve Chari et le fleuve Logon qui alimentent ce lac-là, par l'effet de la sécheresse, du déficit pluviométrique, n'arrive plus à couvrir les 25 000 km² qu'il couvrait il y a une trentaine d'années. Maintenant, on est à moins de 8 000 km². Vous voyez l'écart. Maintenant, sur le plan anthropique, les hommes détournent une partie des eaux du Logon et du Chari pour faire des barrages. Ça, c'est l'homme. Et puis, aujourd'hui, il y a une vingtaine de millions de riverains qui exploitent. Alors qu'il y a une trentaine d'années, les gens n'étaient pas aussi nombreux. Donc, considérer que l'homme est vraiment responsable de cette décadence, si je peux m'exprimer ainsi, de cette décadence du lac Tchad. Ok. Bien. Démocratie, c'est un titre où vous interrogez dès les premiers vers et vous dites démocratie, démocratie, démocratie. As-tu pris le pas sur la monarchie ou préparé l'anarchie? Valeurs universelles où leur collectif saupoudrait de sel. Pour vous, la démocratie cache beaucoup de choses. Oui. Comme quoi? Disons que si quelqu'un voudrait prendre la démocratie comme 2 plus 2 égale 4, il se leurre. Dans le monde entier, tous les gens parlent de démocratie. Et ça depuis des décennies. Maintenant, le démocrate dit, moi je suis démocrate parce que je permets l'ouverture. Et puis il y a d'autres qui disent, non,
il vaut mieux. Moi, je suis démocrate, mais quand même, je prends la fermeture. Et tous les deux se disent démocrates. Donc finalement, si on parle de démocratie, c'est quelque chose de saupoudré seulement. On met de sel comme ça, on met de la peinture comme ça. Mais la démocratie est un concept insaisissable et malléable. Donc les gens l'adaptent à leurs besoins, à leurs intérêts, à leurs... etc. Bien. Vous consacrez un poème à la banque. Oui. Et après avoir loué ses qualités, vous finissez par constater du mauvais. Vous dites aux 4 derniers vers, je cite, « Mais tu es aussi aux banques l'ami avare, ennemi de toute charité et de ses avatars, pour qui la générosité ne peut qu'entraîner la pauvreté. » Pourquoi cette dialectique? Disons que nous sommes au Tchad. Et si je prends un exemple concret, vous prenez la solde, le salaire d'un fonctionnaire, vous avez facilement une vingtaine de personnes qui vivent de ce salaire-là. Ce n'est pas le fonctionnaire attitré là qui consomme ce salaire-là. Et ça, c'est parce que notre milieu est comme ça. Nous avons la famille élargie, des cousins, des neveux, des oncles, des arrière-oncles qui vivent. Bon, maintenant, si vous devenez un peu occidentaliste, entre guillemets, vous mettez tout votre salaire là à la banque. Évidemment, vous pouvez réaliser des projets assez respectés, assez respectueux, assez respectés, je préfère. Mais notre culture de la famille en pâtit. Parce que au Tchad et je dirais même en Afrique, quand vous avez quelque chose, ça appartient à toute la famille. Je connais des tribus tchadiennes ou des ethnies tchadiennes qui cotisent pour envoyer un enfant en France étudier au Burkina Faso. Et ça, ils le font par solidarité parce qu'au retour, ils auront également des retombées. Donc au Tchad, considérer son salaire là, comme appartenant à soi-même, la petite famille nucléaire là, madame, monsieur et les enfants, et mettre tout à la banque, bien sûr, en tant qu'individu, ça peut vous profiter. Mais notre société n'est pas faite de cette façon-là. Si vous pouvez partager, c'est encore mieux. Ok. Bien. Alors, dans le poème intitulé Une fille à l'école, on voit que vous êtes penché uniquement vers les sages-femmes. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, les sages-femmes, pour vous? La naissance des bébés est toujours fortuite. Le moment où la femme commence à éprouver les douleurs préliminaires à l'accouchement, ça peut venir à 23h, à 24h, à 8h du matin, à 6h du matin. Et la personne qui doit être 24h sur 24 alerte et intéressée, motivée pour recevoir une patiente en couche. Beaucoup de métiers sont nobles. Et puis d'ailleurs, chaque métier est noble. Maintenant, j'estime que le sacrifice de la sage-femme là, c'est quand même un domaine à part, quoi. Celles qui font accoucher des femmes qu'on a, quelquefois, on transporte à l'hôpital des femmes presque mourantes, de douleur et puis il y a toujours une sage-femme qui est là, qui est disposée à les prendre en charge, à s'occuper d'elles. Est-ce qu'elle est considérée la sage-femme? Ah oui, ah oui. Si moi, en tant que mari, moi je n'accouche pas, mais la différence que j'éprouve pour cette sage-femme-là, parce que j'ai des épouses, et elles ont fait des enfants, et je mesure le sacrifice consenti par ces sages-femmes-là. Au moment de l'accouchement, vous accompagnez votre femme à la maternité, et vous trouvez des gens bien réveillés, alertes, attentifs, prêts à les mettre, à les prendre en charge.
Vous n'oubliez pas ça. Ok. Bien, le titre « Le pétrole » à la page 16, qui est répété à la page 17, est un poème où vous mettez en garde un destinataire inconnu. Qui est ce destinataire et pourquoi et contre quoi vous le mettez en garde? Le pétrole est une richesse incommensurable par ce temps-là, par le temps qui court. Ça a permis la prospérité de pas mal de pays. Maintenant, comme le pétrole n'est pas un produit intarissable, il n'est pas comme le vent ou le soleil qui sont des ressources inépuisables. Vous pouvez, disons, dépenser sans compter. Mais vous allez un jour devenir ahuri parce que ça s'épuise. Ça s'épuise. Hein, et vous serez le premier à vous étonner la vitesse avec laquelle vous avez épuisé toutes ces ressources-là. Bien, parmi les poèmes émouvants se trouve celui intitulé « À la veuve de fonctionnaire ». Vous y égrenez un certain nombre d'embûches, d'obstacles qui se dressent devant la pauvre veuve, qui est partagée entre faire le deuil de son défunt mari et les tracasseries administratives avant d'avoir droit à la pension de son mari. Les difficultés que vous énumérez sont si énormes que vous posez la question suivante. Être une veuve d'un fonctionnaire n'est-il pas un crime? Je vous retourne la question. Quand quelqu'un décède, on passe un communiqué à la radio pour dire il laisse un vide difficile à combler. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, en principe, on devrait faciliter les démarches administratives permettant à la veuve de récupérer l'argent de son mari, le salaire de son mari. Or, il y a plus d'une dizaine de pièces à fournir. Et puis, certaines pièces sont, pour moi, je trouve ça bizarre, quoi. L'État qui a employé cet agent-là pendant une quarantaine d'années, a besoin de son acte de naissance. Une quarantaine d'années. On demande l'acte de naissance. On demande où est-ce qu'il est logé. Finalement, quand on dit il reste un vide difficilement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez quelquefois les parents du défunt qui deviennent des vautours. Ils attendent. Est-ce que madame a pu palper l'argent là ou non? Dès qu'ils apprennent qu'elle a pu toucher de l'argent là, les oncles, les cousins de ces enfants là, ils se ruent sur la pauvre veuve là pour la dépouiller. Nous allons passer à la lecture d'un extrait de cet ouvrage. Je voudrais que vous puissiez nous lire la page 9, intitulée « La sécheresse ». La sécheresse, phénomène naturel, mais ô combien cruel. Rien que ton nom, sécheresse, évoque la détresse, puis asséché, bétail décimé, pauvres éleveurs sur la route jetés. Que de calamités incontrôlables par l'homme, tu agis à ta guise. Il y a ceux que tu assommes et ceux que tu épuises. Que faire contre toi? L'homme n'a pas de choix. Planter des arbres pour réduire tes effets, maigre impact sur ta nocivité. Que reste-t-il alors à l'homme? Confier à Dieu son sort. Merci beaucoup, monsieur Abakar Mahamat Mabrouk, d'être venu. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, voilà que nous sommes arrivés à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie de monsieur Abakar Mahamat Mabrouk. Avec lui, nous avons parlé de son recueil de poèmes intitulé « Entre vers classiques, blanc et libre, vibre une fibre », paru en mars 2021. Merci à vous donc d'avoir été des nôtres et bien entendu, continuez à regarder les programmes de Télé Tchad. Au revoir.